Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo carrément spéciale. Vous avez l'habitude sur Rue du Jeu que je vous parle de jeux de société d'une façon un petit peu différente. On n'aborde pas que les nouveautés, on parle aussi de vieilleries, etc. Mais là on va monter d'un cran encore sur l'échelle de l'inattendu, de l'originalité, de la bizarrerie, je sais pas comment on va le dire. Je vais vous proposer une enquête sur un jeu de société. Si ça vous plaît, ça sera peut-être la première d'une série, je sais pas. En tout cas, je continue dans l'idée de vous proposer des sujets dont on parle pas ailleurs, et je m'appuie modestement sur mes compétences dans le journalisme d'investigation, puisque je suis diplômé là-dedans, même s'il faut garder les proportions en tête, c'est du jeu de société, on n'est pas face à un scandale d'État, hein, je veux pas survendre le truc non plus. Rue du Jeu n'est pas le nouveau Mediapart, je suis pas Fabrice Arfi, calmons-nous. Bon, vous le savez, le journalisme sur le jeu de société, il est pas énormément répandu, et évidemment l'enquête à son sujet encore moins. Trick Track a fermé ses portes récemment, et faut dire que sur la fin, le site était un peu à cheval entre l'information et la communication, avec des éditeurs qui écrivaient leurs propres articles pour présenter leurs nouveautés, tranquillement. En Belgique, moi j'aime beaucoup ce que fait Plateau, un magazine papier qui tient bon, mais ils ont évidemment peu de moyens, les rédacteurs et les rédactrices sont quasi bénévoles, il y a quelques articles de fond qui sont très qualitatifs, hein, vraiment je salue leur professionnalisme, il n'y a pas vraiment d'enquête non plus, et c'est après tout normal, parce que c'est une démarche de niche, loin de la chronique de nouveautés, et surtout qui peut déranger, qui peut faire grincer des dents dans le secteur, et comme c'est un milieu qui est encore très petit, ben voilà, on n'a pas toujours envie de se fâcher avec les gens, d'aller fouiner là où il y a des zones d'ombre. On n'a pas envie de le faire, en fait, ça fait pas plaisir de le faire. Donc, si vous appréciez cette vidéo, ben, n'hésitez pas à soutenir mon travail. Ben, d'abord, il y a l'abonnement, hein, c'est le plus important, mais aussi le partage, le like, le commentaire. Et si vous souhaitez récompenser le temps et l'énergie que j'investis là-dedans, en mettant de votre poche, vous avez la possibilité de me faire un don sur ko-fi.com/rue du jeu, ce qui vous donne accès, à partir de 2 € à du contenu supplémentaire et ou en avant-première, des podcasts, des articles écrits, etc. Aujourd'hui, je vais donc vous raconter une histoire liée à Kickstarter et une arnaque, un éditeur qui s'est barré avec l'argent sans donner de nouvelles aux backers. Alors des histoires comme ça, il y en a plein, mais celle-ci me touche, nous touche particulièrement peut-être en tant qu'amateur d'Eurogame, puisque l'une des victimes, au-delà des backers, c'est l'auteur Nestor Mangone lui-même, à qui on doit Darwin's Journey, Newton et bientôt Shackleton Base par exemple. Installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter tout ça. Le 1er février 2022, il y a un peu plus de 2 ans, un projet, comme tant d'autres, est lancé sur Kickstarter. Il s'appelle Shangon. Il se présente comme un jeu de cartes, d'engine building et de gestion de ressources, où les joueurs, en tant qu'urbanistes importants, projettent soigneusement leur plan en plaçant des cartes sur la partie supérieure de leur plateau personnel et en produisant des ressources. Ils déplacent ensuite leurs cartes dans les différents quartiers de la ville pour construire des bâtiments étonnants, accueillir des personnages influents dans le voisinage. Tout ça pour renouveler et améliorer les différents domaines du jeu, donc commercial, militaire, scientifique, politique, etc. Voilà. Thématiquement, le jeu s'inscrit sous la dynastie chinoise Tang, durant laquelle la ville de Shangon était une des plus grandes villes du monde. C'était vraiment un centre urbain cosmopolite, exploré par des milliers de voyageurs, et au pinceau, pour sublimer tout ça, on a Sergio Chavez, donc il a fait Rise of Tribes, il a fait Simplicity. Il relève le défi de rendre le jeu à la fois coloré, chatoyant et réaliste tout de même. Mais voilà, vous me connaissez, moi ce qui m'intéresse surtout, c'est les mécaniques, et quand je vois ça sur Kickstarter, ben, ça me titille pas mal. Un jeu de cartes à combo, avec de l'engine building, ça fait partie des jeux que je préfère, hein, comme faire Race for the Galaxy. Il y a aussi la promesse d'une variabilité, puisque à chaque partie on va utiliser 3 decks de cartes parmi les 5 si on est 2 ou 3 joueurs, donc il y a une variété, mais qui est pas non plus over the top à la Kickstarter, où on nous promet souvent 100 decks différents, et puis en fait ça n'a pas été playtesté. Non, là il y a 5 decks, donc je me dis, ok c'est cool, ils ont pas été trop loin non plus, et l'idée de mélanger ensemble plusieurs decks, moi ça me rappelle Smash Up, hein, ça me parle, et puis enfin, 2 auteurs sont mentionnés, Carlo Camarotto, dont le solo de jeu est Murano Lightmasters chez Matago, qui m'a pas beaucoup plu et qui a pas très bien marché, hein, il est soldé partout, mais il y a aussi Nestor Mangone, un des co-auteurs de Simone Luciani, et ça me parle évidemment, et à l'édition c'est une jeune boîte italienne,
Dear Games, dans le premier jeu, Momiji, était déjà passé par Kickstarter sans trop de problèmes en 2020. Il avait été livré plus ou moins dans les temps, 2 ou 3 mois de retard, et puis localisé en France par Silex. A priori, il n'y a pas de raison de se méfier, tout va bien. Je vais pas rentrer davantage dans le détail des mécaniques, mais si ça vous intéresse, sachez que les règles sont encore disponibles en ligne à l'instant où je vous parle. En gros, on a la promesse d'un gameplay simple et épuré. Une action parmi 3 à son tour, ça peut être piocher, ça peut être poser des cartes au-dessus de son plateau, ou sur son plateau personnel en payant des ressources. Voilà, ça semble fluide, ça se joue sûrement très bien à 2. Moi je suis chaud. Personnellement, je le back assez vite, et on nous propose 2 types de pledge. 30 € pour le jeu de base, et un pack à 48 € avec une extension qui s'appelle la Route de la Soie, qui contient une nouvelle couleur de carte. Alors, évidemment, je craque pour le pack, c'est pas trop cher, il n'y a pas du tout écrit pigeon sur mon front, ne me regardez pas comme ça, et je suis pas le seul à craquer, hein. On sera 359 à backer le jeu de base, et 1121 tout de même à financer le pack jeu de base plus extension. Bah oui, Kickstarter, on me dit, tiens, prends mon extension, on prend. Et le seuil à atteindre, il est assez bas, 15 000 €, il est atteint en 24 heures. Et le projet va atteindre précisément 70 409 €. Alors on est loin des scores de Altered, hein, mais ça reste pas mal. On nous promet une livraison en décembre 2022, et au fil de la campagne, plus de 22 stretch goals seront débloqués. Alors un mode solo, des nouvelles cartes, un nouveau type de tuiles, hein, les décrets, et l'éditeur publie des mises à jour environ tous les mois. En octobre 2022, donc 2 mois avant la date de livraison estimée, il commence à mentionner aux backers certains soucis. Il y a le taux de change avec le dollar qui a subi des modifications importantes, qui impactent fortement les coûts de production. Il y a un label UKCA à obtenir pour éviter une augmentation des frais de douane, et ça c'est assez compliqué. Bref, les pétouilles habituelles de Kickstarter, on se doute bien que le jeu aura du retard, mais a priori, rien d'alarmant. Commence tout de même à ce moment-là, l'éditeur, à recevoir quelques messages de backers qui sont inquiets. En décembre 2022, donc le mois où devait arriver le jeu, ils tiennent à rassurer tout le monde. Ils écrivent dans une actu Kickstarter: tout d'abord, nous voulons parler de la faisabilité du projet. Nous avons vu plusieurs messages de backers inquiets que le projet ne se fasse pas. Cela n'a jamais été remis en question. Le projet se fera, et nous en donnons la certitude. Ils expliquent pour prouver leur bonne foi qu'ils ne lanceront pas de nouveaux projets Kickstarter tant que celui-là ne sera pas livré. Alors ça semble être la base, mais vous savez peut-être que beaucoup de boîtes n'ont pas respecté ce principe en utilisant la thune récoltée par un nouveau projet pour finaliser la production du précédent. On n'est pas loin de la pyramide de Ponzi, et Mythic Games est tristement célèbre pour utiliser ce procédé. Les backers de Darkest Dungeon en ont méchamment fait les frais. Si vous nous regardez, condoléances. Parmi les excuses, Dear Games évoque aussi une volonté de playtester le jeu au maximum, de proposer une traduction la plus qualitative possible, et puis ils ont reçu beaucoup de mails de backers qui leur demandent de changer leur adresse postale, et puis vous savez, il y a eu le Covid, ça a augmenté les coûts. Bon, ils ont peu d'arguments vraiment valables à avancer, mais ils sortent un petit peu les violons pour qu'on soit indulgent, et ils nous souhaitent un joyeux Noël. Il y a encore une update le 30 janvier 2023, et le ton se veut moins optimiste, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Leur usine en Chine a changé le nombre de copies qu'elle allait produire, d'après eux, ce qui augmente encore une fois drastiquement les coûts, d'autant plus que les changements de cours des monnaies ont gravement impacté leurs marges, au point qu'elles deviennent négatives. Je pense à ce stade qu'on commence à comprendre leur détresse en lisant les actus, détresse qui est probablement due à un palier à atteindre de 15 000 €, qui était bien trop bas en fait pour éponger les frais supplémentaires. J'imagine qu'ils se sont basés sur le seuil de leur projet précédent, Momiji, qui était fixé à 10 000 €, et ils se sont dit que 15 000 € c'était confortable, mais même en ayant recueilli 70 000 à l'arrivée, le montant me paraît assez peu sécurisant quand tu dois payer des auteurs, un artiste, des communicants, etc. Et d'autant plus quand t'es une petite boîte qui a sorti qu'un jeu avant celui-là, ce qui fait que t'as peu de rentrées financières. D'après un backer, faut ajouter à ces 70 000 € environ 20 000 € reçus de frais d'envoi. Alors qu'en fait, les jeux, ils seront jamais produits et ils seront jamais envoyés, spoiler. Et puis, il y a des rentrées supplémentaires amenées par le Pledge Manager. Il y a un backer qui témoigne par exemple avoir profité du Pledge Manager de Chang'an pour ajouter Momiji Deluxe à sa commande. Il a payé pour ça, évidemment, et il recevra jamais non plus. Ils terminent leur actu en disant que pour communiquer à nouveau, ils attendront une réponse de l'usine en Chine, puisque la problématique que les backers connaissent bien, on est au moment des vacances du Nouvel An chinois, donc tout est à l'arrêt, mais à la rentrée, c'est promis, ils reviennent avec une date de production
sachant que le jeu aurait dû être livré il y a 2 mois. Hein. Alors j'y connais rien là-dedans, donc détrompez-moi dans les commentaires éventuellement, mais d'après les informations que j'ai pu collecter, les congés du Nouvel An chinois, ils durent une semaine, autour de fin janvier ou de la première moitié de février, ça dépend. Par exemple, cette année, c'est officiellement du 10 au 17 février, et après, peut-être que les usines étendent un peu ces dates, mais a priori, il n'y a pas de quoi disparaître pendant des semaines. Et pourtant, après cette actu du 30 janvier 2023, silence radio. Et le 12 juin 2023, Dear Games sort de l'ombre. Ce sera la dernière fois à ce jour qu'ils communiquent auprès des backers. Ils s'excusent, ils rappellent que leur premier projet, Momiji, il s'est bien passé, malgré quelques difficultés de production, ils veulent prouver leur bonne foi. Ils disent aussi qu'ils ont subi ces derniers mois des défauts de paiement de certaines compagnies clientes, en restant assez flou sur la question. Alors, j'ai fait des recherches, j'ai pas trouvé d'autres prestations que Dear Games aurait pu fournir, sur lesquelles ils auraient pu compter pour aider au financement du projet. Si vous avez fait des infos de votre côté, faites-moi signe. Par contre, il faut signaler qu'il existe une société homonyme quasiment, Dear Games Studio, qui fait aussi du financement participatif. Ils ont tenté de lancer un jeu qui s'appelle Fire Siege, qui devait arriver cette année, un Tower Defense coopératif à communication limitée. Pourquoi pas. Il y a eu une campagne sur GameFound en novembre 2023 qui a engagé 418 contributeurs qui étaient prêts à mettre au total 48 373 €. Ils avaient un seuil de 50 000 €, donc ils étaient très proches de ce palier, mais ils ne l'ont pas atteint. Et là, apparemment, le projet doit être relancé prochainement sur Kickstarter. J'ai vérifié, a priori, il ne s'agit pas des mêmes personnes, ça serait un peu grossier en même temps, Dear Games puis Dear Games Studio, même si ils sont majoritairement italiens également. Donc c'est bizarre parce qu'en fait les deux sociétés sont basées à Milan. Dear Games, on a l'adresse, hein, Corso Venezia 40 à Milano, et Dear Games Studio indique aussi une localisation à Milano, mais j'ai pas trouvé de siège social. C'est peut-être en même temps du télétravail majoritairement, comme c'est de plus en plus le cas dans les studios de jeux vidéo à l'heure actuelle depuis le Covid. Et c'est d'autant plus troublant, coïncidence finale, que Nestor Mangone est aussi mentionné sur le site de Dear Games Studio comme un consultant en game design. Je l'ai interrogé à ce sujet, je pense que c'est vraiment juste une coïncidence, c'est juste tellement bizarre que je voulais le mentionner. Bon, je reviens à Shangan. Dans cette actu du 12 juin, Dear Games explique donc qu'à cause de ces retards de paiement, ils ont été contraints de virer 2 personnes, dont Matteo Gravina qui s'occupait de la com. J'ai retrouvé la trace de ce monsieur sur son compte LinkedIn. Effectivement, on voit que son expérience professionnelle chez Dear Games s'arrête en avril 2022, donc ça correspond. Donc il y serait resté 1 an et 1 mois, et aujourd'hui il est marketing manager à Sanixer SRL, une startup qui est active dans la tech. Ils ont aussi renvoyé Ilenia Dabundo qui a retrouvé du travail, elle, dans le milieu du jeu de société, chez l'éditeur Horrible Guild en tant que coordinatrice de production. J'ai évidemment tenté de contacter ces 2 personnes pour en savoir plus sur ces fameux défauts de paiement, etc. J'ai pas eu de réponse d'Ilenia, et Matteo, il m'a répondu, mais il était très évasif, il a juste dit « J'ai rien de plus à ajouter, je travaille plus chez Dear Games, la situation était celle qui était indiquée sur Kickstarter à l'époque, pas de commentaires supplémentaires. » On sent qu'il a vraiment pas envie d'être mêlé à cette histoire, quoi. D'ailleurs, à ce moment-là, Dear Games prend le soin de préciser que la situation n'est pas de la faute des personnes qui sont renvoyées, ni des auteurs ou de l'illustrateur. Ça paraît un peu évident, mais en fait, d'après ce que j'ai pu retrouver en épluchant les commentaires, s'ils font ça, c'est parce que plusieurs employés de la compagnie ont subi du harcèlement de la part des backers qui voulaient absolument avoir des nouvelles et qui ont envoyé des messages en masse par les réseaux sociaux, par tous les canaux qui étaient possibles. Et donc ce que plusieurs personnes dans les commentaires laissent sous-entendre, c'est qu'ils font cette actu pour stopper ces vagues de harcèlement et dire « Ok, arrêtez les gars, ça sert à rien, c'est pas ça qui va faire venir votre jeu plus vite. » Et en fait, l'actu s'arrête là. Ils laissent les backers dans le flou total en disant qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour que leur situation économique s'améliore, qu'ils savent que c'est difficile pour nous, mais ils rappellent que c'est également éprouvant pour eux, sans blague. Et là, les gens gueulent, évidemment. Ils veulent leur jeu. À minima, des fichiers pour un print and play, comme ça on l'imprime chez nous, on peut quand même y jouer. Il y a une pratique de review bombing sur Board Game Geek qui va amener le jeu en dessous des 3 sur 10, donc le review bombing c'est très connu dans le milieu du jeu vidéo par exemple, c'est quand une communauté n'est vraiment pas contente, ils vont mettre des mauvaises notes par principe, sans même avoir joué au jeu sur les différentes plateformes. Bon, là, il n'y a que 42 notes, c'est un petit noyau de gens très énervés, mais ce qui est intéressant, c'est que au-delà de ce défouloir un petit peu grégaire, certains backers ont vraiment
essayer d'en apprendre davantage de leur côté. D'abord, évidemment, ils ont essayé de contacter Dear Games, et ils sont injoignables, ils répondent pas aux mails, y compris aux miens, hein. Évidemment c'est de mon devoir d'essayer de les contacter, mais peine perdue. Les backers, je le disais, ont aussi ensuite tenté de contacter directement les employés, en demandant au moins d'être remboursés des frais d'envoi, par exemple, parce que à partir du moment où il n'y a pas de jeu, il n'y a aucune raison de payer des coûts de transport, a priori. Et puis dans le lot, il y a des personnes qui viennent pas d'Europe, d'Italie, où est localisé Dear Games, donc il y a des Américains qui demandent quelles sont les étapes légales par lesquelles ils peuvent passer pour se faire rembourser. Plusieurs reviennent avec cette histoire de Pledge Manager, dans le sens où, ok, quand on finance un projet Kickstarter, il y a une forme de risque qui est pris, on n'est pas sûr que le projet va vraiment arriver à terme, même si là, comme le palier était atteint, normalement on devait avoir une livraison, mais pour le Pledge Manager, normalement c'est comme une boutique, quoi. On te propose une série d'articles supplémentaires, et tu les achètes, donc tu peux acheter des jeux par ce biais-là, on te dit pas qu'il y a un risque que tu sois pas livré. Normalement ça arrive sans condition, quoi. Donc là c'est vrai que je peux comprendre qu'ils se sentent particulièrement floués, et puis certains mentionnent la possibilité d'aller à la police, hein, puisque pour eux il y a une forme de vol. Ils amènent notamment le fait que durant la campagne, il y a eu des fausses informations, d'après eux, qui ont été données pour tromper intentionnellement les backers. En tout cas, c'est vraiment le sentiment qu'ils ont. D'autres, dans les commentaires, suggèrent toute une série de solutions. Ils sont un petit peu plus constructifs, en s'adressant à Dear Games toujours, en leur disant, bah voilà, vous pourriez envoyer Momiji aux personnes qui ont pledgé, vous pourriez publier le business plan du projet et montrer comment l'argent a été dépensé. Enfin, vous pourriez donner la propriété intellectuelle de ce jeu à des éditeurs plus sérieux que vous, hein, je cite, dans l'optique de trouver un terrain d'entente avec les backers. Donc voilà, vous le voyez, il y a beaucoup de frustration là-dedans, et le silence de l'éditeur va faire que renforcer, qu'amplifier cet énervement. Il y a des commentaires extrêmement violents envers Dear Games, bien sûr. Il y en a aussi qui visent Kickstarter, parce qu'après tout, Kickstarter, disent les backers, ils ont eu leur pourcentage de cet argent volé, et ils font rien pour le rendre. Un commentaire dit de Kickstarter qu'ils ont créé un environnement où l'arnaque peut arriver, et ils font rien pour prévenir ça. Pire, ils prennent un pourcentage sur cet argent obtenu de façon malhonnête, et clairement, cette histoire, elle a dégoûté plus d'une personne de Kickstarter qui manifeste dans les commentaires leur envie de ne plus jamais revenir sur la plateforme. Alors je peux comprendre le point de vue, même si ça paraît naïf de croire qu'une plateforme comme Kickstarter va intervenir ou rembourser, surtout à un projet de cette échelle-là. On parle de 70 000 €, hein, là où d'autres projets de jeux de société brassent plusieurs millions. Le jeu de société, c'est d'ailleurs un des gros piliers de Kickstarter, hein, c'est un des secteurs où ils récoltent le plus de fonds, et honnêtement, il est possible que pour un projet aussi modeste, ils soient même pas au courant de la situation. J'ai tenté de joindre Kickstarter, et évidemment, j'ai eu un mail de réponse automatique, notamment avec un article de leur centre d'aide, dans lequel il est expliqué noir sur blanc, très clairement, qu'ils rendent jamais d'argent, que c'est la responsabilité des créateurs de projets, etc., etc. Mais là où je suis bien moins d'accord, c'est quand un backer poursuit en mettant en cause Nestor Emangone lui-même, et là il fait complètement fausse route. Il nous dit, ce que je peux dire, c'est que j'ai backé 2 jeux créés par Nestor Emangone autour de la même période, que un n'a jamais vu le jour, et que l'autre était de la pure merde. Je le cite, hein. Je pense pas qu'il soit déraisonnable de dire que, à partir de maintenant, je vais activement éviter tous les jeux qui seront créés par ce clown dans le futur. Alors, je sais pas quel jeu de Nestor Emangone il qualifie d'absolute shit, probablement Autobahn, qui est passé aussi par Kickstarter, que moi j'ai bien aimé, même si je comprends qu'il divise, mais ce qui est sûr, c'est que Nestor Emangone n'est absolument pas responsable de l'évaporation de Shangan. Au contraire, il en est l'une des premières et principales victimes. Il faut remettre les choses en perspective. En tant que backer, et je m'inclus dedans, hein, donc, on a perdu maximum 60 €, si on a pris l'extension, qu'on a payé les frais d'envoi. Peut-être encore plus si on est passé par le Pledge Manager, mais bon, c'est embêtant, on aurait pu acheter un autre jeu à la place, c'est frustrant parce que le jeu a l'air cool, mais c'est tout, quoi. Nestor Emangone et son co-auteur, ils ont jamais été payés pour leur travail. Ils ont créé et développé un jeu, ce qui prend plusieurs années, ils l'ont confié à un éditeur qui s'est approprié leur travail sans les rémunérer. Leur image est salie et ils obtiendront a priori jamais de compensation. Début février, j'ai contacté Nestor Emangone pour mieux comprendre la situation et il m'a expliqué qu'il était justement en train de préparer une réponse au backer qu'il n'a pas pu afficher sur la page du projet Kickstarter parce qu'il n'a pas les identifiants de Dear Games, donc il a pu la mettre uniquement en commentaire et elle a eu très peu de visibilité. D'ailleurs, de manière générale,
très peu de gens dans le milieu du jeu de société semblent avoir eu vent de cette histoire. Donc c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, pour faire émerger un petit peu plus cette affaire. Voilà ce que nous dit Nestor Emangone dans sa prise de contact avec les backers. Nous souhaitons vous informer de la situation actuelle et de notre point de vue. Au cours des 2 dernières années, nous avons demandé sans relâche à Dear Games des informations sur la sortie de notre jeu et sur les redevances et droits qu'ils nous doivent pour notre travail. Ils n'ont jamais répondu. Malheureusement, les intentions de Dear Games restent floues sur tous les fronts, ce qui compromet de plus en plus le projet. Pour cette raison, nous avons engagé un avocat à nos frais pour tenter de clarifier la situation, mais ils n'ont répondu à notre avocat que par des courriels évasifs, évitant de donner des informations utiles et prétendant ignorer les contrats qu'ils ont signés avec nous. Il semble que Dear Games n'ait pas l'intention d'achever le projet. De plus, la société a jeté un voile de silence, espérant peut-être que le projet tombera dans l'oubli. Nous ne devrions pas permettre cela, par respect pour notre travail et l'engagement des backers. Contrairement à Dear Games qui fait preuve d'une absence de communication inquiétante, nous avons toujours été transparents et nous continuerons de l'être, fiers de notre travail et désireux de le faire apprécier par tous. Il est essentiel de préciser que notre rôle se limite à celui d'auteurs et de développeurs externes. À ce titre, nous subissons des dommages qui ne sont pas moindres que ceux des backers qui ont financé le projet. Nous tenons à le préciser sans équivoque, Dear Games a reçu l'intégralité du financement du projet et nous doit encore des droits d'auteur et des honoraires, comme indiqué dans le contrat signé entre eux et nous. À ce préjudice économique s'ajoute un éventuel préjudice d'image. Tout le monde ne connaît pas le fonctionnement du monde de l'édition de jeu et pourrait nous attribuer à tort la responsabilité de ces retards. Or, nous avons toujours respecté les délais de livraison de l'œuvre et n'avons jamais eu accès aux fonds collectés par Dear Games auprès des backers. En conclusion, si le jeu n'est pas publié dans sa forme originale, la responsabilité en incombera uniquement à Dear Games. Nous sommes prêts à le prouver à tout moment, sans hésitation. Cependant, nous n'apportons pas que des mauvaises nouvelles. Nous avons trouvé un autre éditeur prêt à résoudre la situation et à publier le jeu à ses propres frais. Cet éditeur, fort de plus d'une décennie d'expertise dans la production de jeux de société, s'est engagé à répondre à toutes les demandes légitimes des backers. Malheureusement et incroyablement, Dear Games n'a même pas répondu à la demande de contact préliminaire de ce nouvel éditeur, risquant ainsi de perdre une opportunité exceptionnelle. Néanmoins, nous gardons l'espoir qu'une solution favorable pourra être trouvée par toutes les parties impliquées. Nous vous tenons au courant de l'évolution de cette affaire. Signé les auteurs et développeurs Carlo, Francesco et Nestore. J'ai posé quelques questions supplémentaires à Nestor Emangone en le contactant par mail pour connaître sa marge de manœuvre légale. Voilà ce que j'ai appris. Le contrat a été rompu sur plusieurs points, de sorte qu'une seule communication de notre part suffirait pour récupérer les droits du jeu, la propriété intellectuelle. C'est une règle générale qui s'applique dans tous les cas. Cependant, nous aimerions que Dear Games et ce nouvel éditeur parviennent à trouver un accord afin que le jeu puisse être publié dans sa forme actuelle. Parce que, vous l'avez vu, l'édition du jeu est allée très loin. Les cartes ont été illustrées, les règles ont été mises en page, le jeu était fini en fait. Nestor Emangone poursuit. Avoir les droits d'un jeu pour un auteur comme moi signifie simplement avoir les droits sur la mécanique et les règles, mais pas sur les illustrations et le titre, qui sont une partie importante du jeu. Et si je résilie le contrat avec eux, ils pourront toujours vendre la partie matérielle à n'importe qui, par exemple les illustrations. De mon côté, je pourrais créer un nouveau jeu inspiré de Shengan, ou utilisant pleinement les mécanismes, les règles, les effets de cartes, mais pas les illustrations et le titre, qui restent la propriété de Dear Games, évidemment dans le cas où je voudrais récupérer les droits. Le nouvel éditeur aurait l'avantage, lui, de disposer de tout le travail de développement éditorial déjà réalisé. Et voilà, vous avez toute l'histoire, et j'espère que vous comprenez bien, avec cette modeste enquête, que la victime principale, là-dedans, c'est donc Nestor Emangone et ses co-auteurs. Les backers, je comprends leur frustration, je suis moi-même le premier frustré, parce que le jeu, il a l'air cool, et que j'aurais aimé qu'il arrive chez moi. Je comprends les arguments autour des frais d'envoi, qu'il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas remboursés, et que dire des frais contractés dans le Pledge Manager, où là, on a acheté des jeux dans une sorte de boutique, et on sera jamais livré, c'est quand même problématique. Mais est-ce qu'il était nécessaire d'aller jusqu'au harcèlement des employés? Je pense pas. Individuellement, il s'agit jamais que quelques dizaines d'euros qui ont été perdus, peut-être une centaine tout au plus. Voilà, il n'y a pas de quoi non plus rentrer dans une cabale judiciaire, etc. Je comprends que ça soit une question de principe, il faut relativiser la situation et bien se rendre compte qu'à notre échelle, c'est pas si grave. Je voulais parler de tout ça parce que très peu de gens en ont eu vent finalement dans le milieu du jeu de société, j'ai l'impression, et pourtant cette histoire, elle me semble
semble symptomatique des problèmes potentiels de Kickstarter, ça soulève plein de questions en fait. Les responsabilités, elles sont multiples, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment parler d'arnaque, mais même si je comprends pourquoi c'est ressenti comme ça, dans le sens où je pense pas que c'était intentionnel, que c'était planifié de la part de Dear Games de dire « Hey, on va faire ce jeu, il n'existera jamais, et on va se barrer avec l'argent et faire comme si de rien n'était. » Et en même temps, ils sont de mauvaise foi à plus d'un titre dans l'histoire, notamment en ne répondant pas aux mails, en étant évasif les rares fois où ils répondent, et puis en gardant l'argent pour eux, tout simplement. Alors je pense que cet argent, elle a disparu, et qu'il faut abandonner tout espoir de la revoir. Concernant le jeu, comme l'écrit Nestore lui-même, il y a encore de l'espoir, même si, à mon avis, c'est pas près d'arriver, et probablement pas sous sa forme actuelle, si Dear Games s'entête à ne pas répondre. C'est tout pour cette première enquête. Alors, même si j'ai déjà eu cette pratique journalistique dans d'autres milieux, sur d'autres sujets, c'est la première fois que je le fais sous cette forme sur YouTube, donc dites-moi si ça vous a plu, tout simplement. J'ai essayé de respecter la déontologie, j'essaye d'être transparent un maximum sur les sources, sur les personnes que j'ai contactées, etc. Il faudra peut-être assurer un service après-vente et faire des mises à jour. S'il y a des choses à dire, je vous partagerai ça sur les réseaux sociaux, voire j'en ferai une autre vidéo s'il y a vraiment un rebondissement important. Et donc n'hésitez pas à discuter de tout ça, à débattre dans les commentaires, à poser des questions complémentaires si je peux éclaircir certains points. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à faire un tour sur la boutique partenaire Golden Meeple pour acheter des jeux de Nestore Mangone par exemple. Et puis si vous avez envie de soutenir mon travail, il y a Ko-fi qui est là pour ça. C'était Boris pour Rue du Jeu, à bientôt pour d'autres vidéos. Jouez bien, ciao!